Au cœur de l'Afrique, la trajectoire politique récente du Gabon contraste singulièrement avec celle des États du Sahel réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si tous ces pays partagent un socle commun de richesses minières et de bouleversements institutionnels, leur dynamique politique, sécuritaire et géopolitique révèle des différences fondamentales, tant dans la gestion de la transition que dans leur rapport à la France et à la démocratie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Nous allons plonger ensemble dans une analyse comparative entre la dynamique de la transition du pouvoir au Gabon et cette même dynamique dans les différents pays de l'AES, notamment le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Nous mettrons au cœur de cette analyse la fondamentale et épineuse question de la démocratie, au nom de laquelle les États étrangers se présentent en posture de donneurs de leçons et se prêtent au jeu des sanctions internationales. Si le secteur des mines vous intéresse particulièrement, sachez que nous offrons des formations en logistique des mines. Mais au-delà, nous avons le plaisir de partager avec vous les 10 raisons pour lesquelles vous, particulièrement, vous devez investir dans le secteur des mines. En tant que personne physique, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les États accumulent de l'or? Pourquoi est-ce que les banques centrales, les banques d'investissement et même les banques commerciales sont friands des lingots d'or dans leurs caisses? L'or a de tout temps été un métal précieux. L'or a été la meilleure monnaie que le monde ait jamais connue. Nous avons rédigé pour vous dans ce cadre un guide qui sera pour vous une référence décisive pour que vous commenciez personnellement à acheter de l'or. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est entièrement possible. Pour cela, nous avons mis en place un programme dénommé Gold Business qui vous permet d'apprendre comment acheter et revendre de l'or en tant que personne, de saisir les multiples opportunités qui sont liées au secteur du raffinage de l'or, mais également de bénéficier à travers ce programme d'une réduction de $500 sur notre formation business sur la logistique des mines. Pour comprendre tout ce que représente cette opportunité, je vous prie de descendre dans la barre de description. Vous trouverez un lien qui vous renvoie vers l'e-book, les 10 raisons pour lesquelles vous devez commencer à acheter de l'or en 2025, ainsi que comment vous pourriez bénéficier de ce programme et devenir détenteur d'or pour protéger vos finances. Brice Oligui Nguema, ancien chef de la garde républicaine, a pris le pouvoir au Gabon le 30 août 2023, dans la foulée d'une élection présidentielle contestée. Rapidement, il s'est engagé sur la voie d'une transition balisée, annonçant une élection présidentielle pour avril 2025 et orchestrant une série de réformes institutionnelles. Réécriture de la Constitution, dialogue national, quoique contrôlé, et nomination de fidèles à la tête des institutions clés du pays. Cette séquence, bien que largement pilotée par le pouvoir militaire, a été présentée comme une démarche vers la normalisation démocratique. Oligui se portant lui-même candidat à l'élection présidentielle et remportant le scrutin dans un contexte de compétition limitée et d'opposition musclée. Ce processus, s'il rappelle le modèle tchadien de Mahamat Déby, se distingue par la volonté affichée de retourner à l'ordre constitutionnel, même si la réalité du pluralisme politique et de la transparence électorale reste sujette à caution. Oligui a su capitaliser sur le rejet populaire de la famille Bongo, tout en perpétuant une centralisation du pouvoir et en s'assurant que la transition serve ses propres intérêts politiques. À l'opposé, les dirigeants à la tête du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont opté une posture de rupture radicale avec l'ordre constitutionnel et les pratiques démocratiques classiques. Dans ces pays, la transition militaire s'est traduite par la suspension, voire l'interdiction pure et simple de toute activité politique et la dissolution des partis, par exemple au Niger. Les échéances électorales sont systématiquement repoussées. Au Burkina Faso, la transition a été prolongée de 5 ans supplémentaires. Au Mali, la date de retour à l'ordre civil est indéfiniment repoussée. Et le Niger
n'a fixé aucun calendrier précis pour des élections prochaines. Ces différents facteurs qui constituent des codes sur lesquels tirent les pays étrangers pour dénoncer la gestion de ces pays-là constituent quelque part le nœud du problème, le nœud épineux de la démocratie qu'on nous a vendu ou qu'on nous a donné comme étant le chemin de la liberté. Ces régimes du Sahel, confrontés à une insécurité endémique et à une pression internationale croissante, justifient leur maintien au pouvoir par la nécessité de restaurer l'intégrité territoriale face aux groupes terroristes, mais aussi par une rhétorique souverainiste de rejet de l'ingérence occidentale, qui bien évidemment s'étend comme une ingérence paternaliste. Ils ont aussi acté leur retrait de la CEDEAO et ont formé une alliance militaire et économique, et multiplié des gestes symboliques d'émancipation, notamment à l'égard de la France, dont ils ont exigé le départ des troupes et rompu la coopération sécuritaire traditionnelle. L'attitude de la France à l'égard des transitions militaires en Afrique francophone est révélatrice d'un double standard assumé par l'Hexagone. Alors que Paris a condamné et sanctionné les militaires du Sahel, elle a adopté une posture bienveillante envers Brice Oligui Nguema. Et pour comprendre cela, il faut aller voir qui tient l'économie gabonaise. Nous reviendrons là-dessus un peu plus en détail. Ce dernier a été reçu à Paris avec les honneurs d'un chef d'État légitime, bénéficiant d'un traitement diplomatique privilégié. La France a souligné la différence de méthode. Au Gabon, les militaires se sont engagés à respecter un calendrier de transition et avancent rapidement vers des élections, tandis que dans l'AES, les militaires refusent toute perspective de retour à la démocratie à court terme. Si la France est on ne peut plus claire dans sa démarche, il n'en demeure pas moins que cette démarche constitue un empoisonnement dans une certaine mesure lorsque l'on reprend la démocratie telle qu'elle est présentée aujourd'hui pour les pays africains et telle qu'on veut qu'elle soit nourrie dans les pays africains pour ne servir que certains intérêts. Si ce n'est pas le cas, l'économie gabonaise nous en dira le contraire. Cette mansuétude s'explique aussi par le maintien des relations apaisé entre Libreville et Paris, contrairement à l'hostilité affichée par les régimes du Sahel, où les drapeaux français sont systématiquement brûlés lors des manifestations et où la France est accusée d'ingérence et de néocolonialisme. Oligui, lui, n'a jamais attaqué publiquement l'ancienne puissance coloniale, et la question de la présence militaire française au Gabon reste un sujet de négociation pragmatique, loin des crispations sahéliennes. Au-delà des postures individuelles, la question de la démocratie comme mode de gouvernance est au cœur des divergences entre le Gabon et par exemple les États de l'AES. Brice Oligui Nguema, tout en verrouillant le processus électoral, s'est efforcé de donner des gages de respectabilité démocratique, au moins sur la forme, pour obtenir la reconnaissance internationale et préserver les intérêts économiques du pays. À l'inverse, les chefs de l'AES assument une remise en cause profonde du modèle démocratique occidental qu'ils jugent inadapté à leur réalité sécuritaire et sociale. Leur discours met en avant la souveraineté populaire, qui est très importante, la lutte contre le terrorisme pour une garantie de sécurité et la refondation de l'État au détriment du pluralisme politique et des libertés publiques qui, la plupart du temps, sont instrumentalisés par les pouvoirs étrangers. Mais dans ce cas de figure, on se demande, est-ce que la Russie, vers laquelle se retournent les pays de l'AES, ne viendra-t-elle pas jouer les mêmes rôles en remplacement par rapport à ce que dénonce l'AES? Le rejet de la démocratie libérale s'accompagne d'un recentrage géopolitique vers cette même Russie et d'autres partenaires non occidentaux comme la Turquie et la Chine, dans une logique de diversification des alliances et d'affirmation d'une autonomie stratégique. La formation de l'AES, la création d'une force militaire commune et la mise en place de barrières tarifaires visent à renforcer la solidarité régionale face aux pressions extérieures, mais aussi à consolider le pouvoir des régimes en place. Mais quel rôle jouent les ressources minières dans cet enjeu sociopolitique? N'est-ce pas un terrain commun, mais avec des destins divergents? Tous ces pays partagent une abondance de ressources minières, du pétrole, de l'uranium, de l'or ou du manganèse qui constituent à la fois un levier de puissance et une source de convoitise pour beaucoup de pays étrangers, la Chine y compris d'ailleurs.
Mais là encore, la gestion de ces richesses diffère. Au Gabon, la continuité des partenariats avec les multinationales occidentales est préservée, tandis que dans l'AES, la remise en cause des contrats miniers, la nationalisation partielle et la recherche de nouveaux partenaires illustrent une volonté de rupture avec les schémas hérités de la colonisation. En définitive, la différence majeure entre Brice Oligui Nguema et les dirigeants de l'AES tient à la fois à la stratégie de légitimation adoptée, à la nature des relations avec la France et à la conception même de la démocratie et de la souveraineté. Le Gabon, sous Oligui, s'inscrit dans une logique de continuité contrôlée, cherchant à rassurer les partenaires internationaux tout en consolidant un pouvoir personnel, tandis que l'AES opte pour une rupture assumée, quitte à s'isoler diplomatiquement et à s'exposer à de nouveaux risques économiques. Cette exposition diplomatique, par exemple, a été traduite par le fait que les passeports établis par l'Alliance des États du Sahel a mis un certain temps avant d'être reconnus au niveau international par de nombreux pays. La Chine, qui est un partenaire de longue date des pays de l'AES, a manifesté clairement une certaine réticence dans un premier temps à la délivrance de visas dans les passeports nouveaux de l'AES pour les ressortissants des pays de l'AES, notamment le cas du Mali. Ainsi, le débat sur la démocratie, loin d'être tranché, reste l'un des enjeux centraux de l'Afrique contemporaine, tiraillé entre aspirations populaires, réalités sécuritaires et recomposition géopolitique profonde. Aujourd'hui, de nombreux discours tournent autour de la nécessité pour l'Afrique de choisir un mode de gouvernance différent. Mais quel modèle serait le meilleur pour l'Afrique, en fin de compte? Alain Foka, illustre journaliste et fervent défenseur du développement de l'Afrique et de l'émancipation de l'Afrique, promeut à travers une réflexion une nouvelle forme de gouvernance en Afrique. Sur la plateforme Mansa, très appréciée de beaucoup d'Africains, diverses propositions sont faites pour une adoption de nouvelles pratiques de gouvernance en Afrique. Des pratiques qui répondent beaucoup plus aux aspirations africaines et aux cultures africaines. Pouvons-nous asseoir un jour un modèle de gouvernance qui s'éloignerait de nos réalités ou encore de notre identité culturelle? Devrions-nous nous accrocher à la démocratie pour toujours juste parce que les pays étrangers la prônent comme meilleure solution? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace.